Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché hebdomadaire, hein, une semaine qui a été très agitée, très agitée, hein. Les supports ont été bien testés, hein. Certains ont même été enfoncés, hein. Nous allons voir justement un petit peu ce qui s'est passé, l'événement qui a mis le feu aux poudres, et bien sûr, qu'est-ce qui peut arriver maintenant dans les prochains jours, prochaines semaine. Et d'ailleurs ce week-end va être très très chargé, hein. On ne sait pas comment les marchés vont ouvrir lundi, notamment en raison de ce qui se passe en Ukraine et en Italie. Alors on ne va pas perdre de temps, on attaque tout de suite les hostilités. Alors, hop, voilà. Donc, effectivement, le titre de cette vidéo s'intitule Pour vaincre l'inflation, tuons la croissance. Alors, évidemment, je pense que vous vous doutez bien de quoi il peut s'agir, hein, cette petite photo qui nous renvoie aux années sombres des années 30 avec la Grande Dépression. Et je vais vous expliquer euh, pourquoi, en fait, ce que craignent les marchés au vu de ce qui s'est passé cette semaine, et aussi mon ressenti, mon analyse, parce que je ne partage pas nécessairement ce que pensent les analystes actuellement. Alors, sans tarder, alors je commence par les disclaimers. Attention, je ne suis pas là pour vous dire dans quoi investir exactement, quand investir, quelle quantité investir. Pour cela, je vous conseille, je vous invite à vous, à vous former ou à passer par un conseiller en gestion de patrimoine qui est spécialisé dans les marchés sur lesquels il traite. Alors, sans tarder, on commence, hein, toujours par l'actualité géopolitique, économique et boursière. Alors, une actualité assez chargée. L'actualité géopolitique, tout d'abord, la Russie, ça y est, elle a annoncé une mobilisation partielle. Donc là, on commence à ne plus parler vraiment d'opération spéciale, mais on fait un pas de plus vers la guerre. Par ailleurs, au moment où je vous parle, dans ce week-end du 24-25 septembre, des référendums ont lieu actuellement dans les zones occupées par l'armée russe, hein, Kherson, Zaporijé, Donetsk et Lugansk. Et c'est un référendum où on demande à la population si elle veut adhérer à la Fédération de Russie. Alors, moi, je ne suis pas là pour polémiquer si les référendums sont truqués et tout, hein, c'est pas... Moi, je suis un investisseur, hein, je ne suis pas là pour prendre parti. Néanmoins, il y a un risque d'engrenage du conflit. Pourquoi? Parce que si les résultats des référendums indiquent que ces régions-là souhaitent leur rattachement à la Russie, hein. Donc l'objectif des Russes, c'était de couper l'herbe sous le pied de l'armée ukrainienne qui avance, hein, qui a fait des contre-offensives plutôt réussies. Donc si ces zones acceptent, entre guillemets, hein, de rejoindre, contraint ou forcé de rejoindre la Fédération de Russie, la Russie considérera que toute action de l'armée ukrainienne vers ces territoires sera considérée comme une agression contre le territoire russe. Et là, évidemment, cela en fait permet juridiquement de donner tous les moyens, tous les arsenaux à Vladimir Poutine pour déclencher une guerre, alors non pas une guerre d'invasion, comme il le dit, mais une guerre de protection de ces territoires qu'il a annexés, qu'il a libérés, enfin bon, en fonction des termes employés. Donc évidemment, il y a un vrai risque d'escalade du conflit, parce qu'évidemment, si la Russie considère qu'elle est attaquée, que c'est son territoire à présent qui est attaqué, évidemment, elle pourra mettre des moyens, elle pourra utiliser tous les moyens, tous les arsenaux militaires pour repousser des, entre guillemets, hein, des envahisseurs. Moi, je parle du point de vue russe, hein, bien évidemment, hein. Pour les Ukrainiens, il s'agit de libérer le territoire de l'Ukraine. Évidemment, pour les Russes, il s'agit de protéger un territoire qui a demandé son rattachement à la Russie. Et là, la Russie pourrait utiliser tout son arsenal militaire et considérer, vu que les Ukrainiens sont armés par les Occidentaux, que les Occidentaux, donc Européens et Américains, sont des co-belligérants, et utiliser tout l'armement
qu'elle dispose, que la Russie dispose pour contrer cette menace, entre guillemets, existentielle. Donc il y a un risque quand même d'engrenage. On voit que Vladimir Poutine, il est un peu acculé, et il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un d'acculé dans les cordes, parce qu'il peut utiliser vraiment toutes les armes dont il dispose pour s'en sortir. Alors je continue sur cette actualité géopolitique, même si ce n'est pas le titre de cette vidéo. Alors j'entends certains dire, bah, il suffit de renverser Vladimir Poutine et on règle le problème. Alors moi, je me suis un petit peu intéressé à la situation. Alors évidemment, vous le savez, il y a des manifestations qui ont lieu en Russie, qui dénoncent un petit peu les échecs de Vladimir Poutine en Ukraine. Donc ça, évidemment, les médias qui en parlent, ils ont raison d'en parler, ils n'ont pas de tort. Moi, ce qui m'inquiète, c'est en fait, il y a deux types de manifestations en Russie. Il y a les manifestants qui veulent l'arrêt de la guerre, qui veulent une pacification, ils veulent plus la guerre, ils veulent vivre en paix, etc. Donc c'est un peu ce que défend finalement l'Occident, c'est ce que veut l'Occident. Sauf que le problème, c'est que ces manifestants sont minoritaires. Ils sont minoritaires parce que, et malheureusement, ce sont ceux-là que les médias montrent, parce qu'en face de ces manifestants qui veulent la paix, qui ne veulent pas que les soldats russes aillent se faire tuer sur le front ukrainien, qui ne veulent pas non plus d'une guerre fratricide, parce que les Ukrainiens et les Russes, ce sont quand même des peuples, entre guillemets, frères. En face, vous avez une partie des manifestants qui manifestent contre Vladimir Poutine, mais qui considèrent que Vladimir Poutine ne va pas assez fort dans cette guerre et qui veulent vraiment que la Russie mette en œuvre une politique beaucoup plus agressive vis-à-vis des Ukrainiens et vis-à-vis des Occidentaux. Et là, je pense notamment aux partisans de Kadyrov, qui est le chef de la République de Tchétchénie, qui est intégré à la Fédération de Russie et qui, lui, souhaite vraiment que Vladimir Poutine utilise des armes beaucoup plus agressives pour stopper les actions ukrainiennes et pour mettre fin au conflit. Et ça c'est un peu, je regrette que nos médias n'en parlent pas plus, parce que on a l'impression, quand on regarde nos médias traditionnels, qu'on a un Vladimir Poutine acculé. Alors oui, il est acculé, c'est vrai, et qu'en face de lui, il y a une opposition unie, euh, homogène, qui veut l'arrêt de la guerre. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que les médias ne mettent en avant que ceux qui veulent la paix. À la limite, tant mieux. Moi, en tant qu'investisseur, je n'ai pas vraiment envie qu'il y ait une guerre. Mais sauf que ces médias-là ne mettent pas en avant qu'il y a une partie de la population qui qui trouve que Vladimir Poutine est un peu trop mou. Donc renverser Vladimir Poutine, ok, mais si c'est pour avoir quelqu'un de plus extrême, c'est un peu ça qui me fait peur. Et je rebondis sur ce point. On met beaucoup en avant les Occidentaux mettent beaucoup en avant Navalny, qui est le principal opposant à Vladimir Poutine, qui croupit dans les prisons russes. Évidemment, chez les Occidentaux, c'est anyone but Poutine, tout sauf Poutine. Donc on a vraiment une politique anti-Poutine. Alors Poutine est loin d'être un saint, je cautionne pas du tout son régime. Et du coup, forcément, tout ce qui est contre Poutine est considéré comme positif par les Occidentaux, dont Navalny. Alors moi, je me suis intéressé, moi j'aime bien réfléchir, j'aime bien tout. Navalny, lorsque Vladimir Poutine a annexé la Crimée en 2014, il a dit que la Crimée ne sera jamais plus ukrainienne. Donc Navalny, il est beaucoup plus dur. Alors certes, c'est un opposant de Poutine, mais c'est pas parce que c'est un opposant de Poutine que c'est un modéré. Il est beaucoup plus dur que Vladimir Poutine sur des questions nationalistes. Pour lui, voilà, une grosse partie de l'Ukraine doit être rattachée à la Russie, dont la Crimée. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas tomber dans un extrême, à vouloir, on veut à tout prix taper sur Poutine, et clairement, Poutine, c'est loin d'être un saint, honnêtement, clairement, mais à force de vouloir taper sur quelqu'un, le risque, c'est de finir par vouloir lui préférer n'importe qui, pourvu que ce soit pas lui. Sachant que ce n'importe qui peut très très bien être pire que cette personne. Prenez l'exemple de l'Irak, Saddam Hussein, c'était loin d'être un saint. Il a fait énormément de massacres, clairement. Mais en renversant Saddam Hussein, les Américains voulaient le renverser, on a permis l'arrivée
de l'État islamique en Irak, qui s'est installé en Irak, et on a vu les problèmes que cela a causé, le boomerang que on a reçu. Donc voilà, il faut être prudent, et ce conflit peut, par certains aspects, être assez inquiétant. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième actualité, l'actualité politique. Donc Emmanuel, alors pendant ce temps-là, évidemment, entre l'Ukraine, la Russie et tout, Emmanuel Macron avance, on va dire à pas masqué, vers une réforme des retraites, où évidemment, il s'agira, alors les contours de la réforme ne sont pas définis, soit peut-être de diminuer les pensions des futurs retraités, soit d'augmenter les cotisations. Alors, augmenter les cotisations, c'est pas forcément ça, mais soit diminuer peut-être les pensions, soit augmenter l'âge de départ à la retraite ou le nombre de trimestres à cotiser, ce qui revient au même. Et donc, évidemment, attention, donc pendant qu'on est pris par l'actualité géopolitique qui est quand même sérieuse, avec la Russie, pendant ce temps-là, le gouvernement avance sur des réformes qui vont avoir un impact sur le pouvoir d'achat, sur la qualité de vie des personnes. Alors, je ne dis pas que ces réformes ne doivent pas être faites. On vit plus longtemps, il faut travailler plus. Malheureusement, c'est mathématique. Mais la manière dont le gouvernement le fait, où il essaye de passer justement un peu en douce, voilà, moi, je suis ça. Et l'enseignement que j'ai à tirer, c'est faites attention, je répète, à la liberté financière. Car c'est dans les périodes tumultueuses, comme en ce moment, que les gouvernements en profitent pour faire passer des textes impopulaires qui seront validés, ni vu ni connu, et ça passe en douce. Donc attention, ne comptez pas sur l'État pour assurer votre retraite, épargnez, investissez, et je pense que les marchés vont nous donner pas mal de belles opportunités pour investir. Et d'ailleurs, ce genre de vidéo, justement, fait partie de ces points où je vous montre un petit peu ce qui se passe sur les marchés, avec évidemment les opportunités qui peuvent se présenter. L'actualité macroéconomique, qui a été vraiment pas très positive. On a une baisse des permis de construire aux États-Unis. On voit que l'immobilier commence à souffrir de la hausse des taux aux États-Unis. Je vous avais montré il y a une semaine un graphique avec le niveau des taux hypothécaires aux États-Unis qui dépasse les 6%. Donc là, clairement, on a des taux qui commencent à devenir vraiment prohibitifs. Donc forcément, vous avez une baisse du nombre d'acheteurs, puisque s'endetter à taux à 6%, c'est très compliqué. Vous avez des dossiers qui sont refusés, et donc vous avez commencé à avoir une baisse des permis de construire, parce que les constructeurs, évidemment, ils anticipent une baisse de la demande, et on peut avoir un engrenage, baisse des prix de l'immobilier et début d'une crise économique. Au même moment, on a eu aussi une statistique assez alarmante sur l'inflation en Europe. C'est une statistique, ce sont les prix à la production en Allemagne. Et là, écoutez bien ceci, les prix à la production en Allemagne ont augmenté de plus de 40%. C'est énorme. Alors, ça ne veut pas dire que l'inflation en Allemagne est de 40%. Ça veut dire que les entreprises allemandes ont vu les prix des produits qu'elles achètent, qu'elles vont transformer pour revendre à leurs clients, leurs prix ont augmenté de plus de 40%. Donc de deux choses l'une, c'est mathématique. Soit les entreprises répercutent la hausse sur le consommateur, et là on a une envolée de l'inflation, on a l'inflation qui s'emballe, soit les entreprises rognent sur leurs marges, et là on a un vrai risque de récession, voire même de dépression économique. Et justement, ça nous amène au quatrième point, qui est l'actualité monétaire. Donc la Fed a monté les taux de 75 points de base aux États-Unis pour justement lutter contre l'inflation. Mais ce qui a paniqué les marchés, c'est le discours très hawkish, très faucon de Jérôme Powell, qui a tenu un discours jamais observé, dureté, depuis plus de 40 ans. Moi, j'étais même pas enfant, il y a plus de 40 ans. Donc Jérôme Powell indique clairement que le chômage n'est pas assez élevé. Vous avez bien entendu que le chômage n'est pas assez élevé, et a averti qu'il fallait
faire des sacrifices pour faire baisser l'inflation. On n'a jamais entendu un tel discours depuis la fin des années 70, depuis Paul Volcker, il y a plus de 40 ans. Un discours très très dur. En général, je rappelle que la Réserve fédérale a un double objectif, l'équilibre de l'inflation et la croissance économique. Et là, clairement, Jérôme Powell a clairement envoyé un signal comme quoi la priorité, c'est la lutte contre l'inflation, quitte à sacrifier la croissance. D'où le titre de ma vidéo, et c'est ce qui a d'ailleurs mis le feu aux poudres sur les marchés que l'on va analyser justement dans la suite de cette vidéo. Alors, je vous donnerai en fin de vidéo mon avis sur ce que je pense un petit peu de la situation. Il faut faire attention un peu aux discours, parce qu'il y a les discours d'un côté et il y a les actes de l'autre. Hein. Vladimir Poutine menace de mettre le monde à feu et à sang s'il n'a pas ce qu'il veut en Ukraine. Est-ce que c'est juste des menaces en l'air ou est-ce qu'il a réellement les moyens de faire ça? J'ai quelques doutes. Pareil, Jérôme Powell menace de mettre l'économie à feu à sang pour vaincre l'inflation. Est-ce qu'il a réellement les moyens de ses ambitions? Est-ce qu'il a les mêmes moyens qu'avait Paul Volcker à son époque? Je me pose quelques questions et je vous livrerai à la fin de la vidéo mon analyse et ma vision des marchés là-dessus, sur le futur. Et par ailleurs, je ferai une vidéo séparée sur, parce que c'est pas clair, hein, sur les relations qui existent entre les taux d'intérêt. Jérôme Powell est en train de monter les taux. Christine Lagarde, bon an mal an, est obligée de le suivre, sinon elle verrait l'euro s'effondrer, et l'impact de ces hausses de taux que ça peut avoir sur la croissance et le chômage. Je ferai une vidéo à part parce que c'est important de vulgariser. Alors évidemment, les personnes qui travaillent dans la finance et l'économie connaissent ça, mais peut-être un grand nombre d'entre vous ont du mal à voir comment une décision prise à Jackson Hole dans le Wyoming de monter les taux peut avoir un impact, par exemple, sur la santé des restaurateurs parisiens. Pourtant, les deux sont très, très liés. Je ferai une vidéo là-dessus. Et évidemment, on peut généraliser, hein, ce qui est valable pour les restaurateurs, aussi pour les coiffeurs, pour les chauffeurs routiers, pour les entreprises du BTP, etc., etc. À surveiller, avant que je ne commence à parler des marchés, dès ce lundi 26 septembre, deux événements ce week-end qui ont lieu au moment où je vous parle. Les référendums dans les parties de l'Ukraine occupées par les Russes, si leur résultat ne fait aucun doute, parce qu'a priori, bon degré ou de force, ces populations vont voter pour le rattachement à la Russie, ce qu'il faudra surveiller, ce sont les réactions ukrainiennes et occidentales, ainsi que la surréaction russe derrière. En gros, est-ce que l'on va avoir finalement une Ukraine qui sera divisée en deux, avec une Ukraine du sud et de l'est qui sera, on va dire, vraiment russifiée, hein, avec une ligne de démarcation, comme ça a été le cas en Allemagne, avec l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest et Berlin? Ou est-ce que les Ukrainiens poussés par les Occidentaux vont rentrer dans ces territoires, entre guillemets, russifiés et provoquer une escalade militaire, une guerre frontale, en fait, un choc frontal avec l'armée russe, que je rappelle, hein, Poutine a annoncé la mobilisation partielle de son armée. On ne parle plus d'opération spéciale, mais d'un état de guerre. Et là, on rentre dans une vraie guerre conventionnelle qui peut être frontale, d'abord entre les Russes et les Ukrainiens, et pourquoi pas entre les Russes et les Occidentaux. C'était un des scénarios, d'ailleurs, hein, que je préconisais, enfin que je voyais sortir de cette situation de stagflation. Hein. J'ai fait des vidéos là-dessus, hein, sur la stagflation. 4 scénarios. Premier scénario, croissance, rupture technologique, on va sur la Lune, on va sur Mars. Hein. D'ailleurs, on essaye d'envoyer une fusée sur la Lune. Deuxième scénario, une troisième guerre mondiale. C'est un risque qui peut très bien se matérialiser avec la Russie. Troisième scénario, l'austérité monétaire et budgétaire. C'est l'objet de cette vidéo. Et le quatrième scénario,
on laisse filer la monnaie, on détruit la monnaie et finalement on rembourse les dettes en monnaie de singe et on repart pour un nouveau cycle. Et là, on voit bien que tous ces scénarios, finalement, sont en compétition, ils sont en course. Aucun de ces 4 scénarios ne peut être exclu. Deuxième gros point à surveiller, les élections législatives en Italie, avec le risque d'arriver au pouvoir de l'extrême droite italienne qui pourrait provoquer de nouvelles secousses sur les marchés, faire pression sur l'euro et mettre un gros coup de pression sur les spreads de crédit qui, pour le moment, sont épargnés par la tempête ambiante. Et évidemment, au-delà de ça, on pourrait avoir un risque de fracturation des Européens par rapport à l'attitude à adopter face à la Russie. Donc voilà, donc une actualité brûlante qui a lieu au moment où je vous parle et dont il faudra surveiller les retombées dès le début de la semaine du 26 septembre. Alors on commence maintenant par les taux d'intérêt, par les marchés. Donc les taux d'intérêt, ça y est, les taux français dépassent leur plus haut du mois de juin 2022. On est à 2,46, quasiment à 2,5 au moment où je vous parle, et on se rapproche des 2,70, des points hauts jamais vus depuis 10 ans. C'est énorme. Et ces flambées des taux d'intérêt provoquent des pertes sur les portefeuilles obligataires, des pertes de plus de 20%. Donc voilà, là je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les assureurs, justement sur le poids des assureurs, le rôle des assureurs sur les marchés actions. Et évidemment, là, on a de très grosses moins-values dans les portefeuilles des assureurs. Et là, en fait, le gros risque, c'est qu'au même moment où ces assureurs doivent faire face à des moins-values, qu'on ait une vague de rachats massifs, c'est-à-dire qu'au même moment, les assurés décident de racheter leurs assurances vie pour protéger leur pouvoir d'achat. Et là, on a un vrai risque qui est finalement une tempête parfaite. Et ça, c'est quelque chose qui est à surveiller dans les prochains mois. Aux États-Unis, on a aussi le taux 10 ans qui, cette fois-ci, explose son record du mois de juin. Et en même temps, on dépasse les niveaux de 2018, 2014 et même de 2010. Et là, on revient quasiment le niveau des taux qui est à 3,70, le taux 10 ans américain qui est à 3,70, qui revient quasiment au même niveau qu'il prévalait avant le déclenchement de la crise des subprimes. Et ça, c'est le taux 10 ans, le taux gouvernemental 10 ans américain. Les taux hypothécaires, donc les taux immobiliers à 30 ans aux États-Unis, qui est quand même le plus gros marché. Le marché immobilier américain est plus gros que le marché boursier. Les taux immobiliers aux États-Unis sont supérieurs à 6%. Donc là, on est vraiment dans des conditions de taux qui sont vraiment restrictives et qui peuvent déclencher une vraie crise immobilière et donc un retournement, une récession assez profonde, jamais vue depuis la crise des subprimes. Donc là, toujours, la courbe des taux américaine qui s'inverse, qui continue à s'inverser. On a plus de 50 points de base d'écart entre le taux 2 ans et le taux 10 ans. Donc ça, c'est ce qui annonce, en général, c'est un signe annonciateur d'une récession et d'une prolongation d'un marché baissier, d'un bear market. Donc voilà un petit peu pour les taux. Donc vraiment, c'est assez explosif ce qui se passe sur les taux d'intérêt, les taux gouvernementaux. Alors, on continue maintenant avec le marché de la dette, les spreads de crédit. Et là, que ce soit pour la France ou pour l'Italie, c'est assez calme. On aurait pu s'attendre à ce que les spreads s'écartent entre l'Italie et l'Allemagne ou entre la France et l'Allemagne. Curieusement, il y a un calme plat sur les spreads. Alors, les spreads entre l'Italie et l'Allemagne sont assez élevés. On est à 230 points de base, mais on n'a pas une explosion des spreads de crédit comme on a pu le voir au début des années 2010. Néanmoins, il convient de surveiller les élections italiennes parce que si jamais on a l'extrême droite qui arrive au pouvoir avec une majorité gouvernementale, là, on risque d'avoir une explosion des spreads de crédit entre l'Italie et l'Allemagne. Et évidemment, par contagion, on peut avoir vraiment
une hausse, une poursuite de la hausse des taux d'intérêt dans tous les pays périphériques de la zone euro. Pour le moment, on a en fait des taux qui augmentent de manière homogène. Les taux allemands, les taux français, les taux italiens, les taux grecs augmentent tous de la même manière. Si jamais les marchés commencent à voir qu'il y a un vrai risque de scission de la zone euro avec l'Italie, là, on pourrait avoir des taux italiens qui partent à 5, 6, 7%, des taux grecs qui partent à 10%, des taux français qui dépassent très vite les 4%. Et là, ça commencera à devenir assez dangereux. Donc voilà un petit peu pour les marchés des spreads. Donc pas grand-chose à noter, mais surveillez les spreads, hein, comment vont évoluer les spreads à partir de lundi, à partir de demain, de la semaine qui arrive, suite aux résultats des élections italiennes. Je continue avec le marché des changes qui a été très agité. On a carrément eu un effondrement de l'euro cette semaine. L'euro qui a perdu quasiment plus de 3 centimes par rapport au dollar. Hein. 3% en une semaine, c'est énorme. On a enfoncé la parité comme dans du beurre. Et ensuite, on a enfoncé les 99 centimes pour 1 dollar, puis 98 centimes et même 97 centimes puisque l'euro a clôturé à 96,91 centimes de dollar pour 1 euro. Là, on est à des niveaux qui n'ont jamais été vus depuis plus de 20 ans. Ça a été une chute assez forte hein, de l'euro. Donc attention, hein, Christine Lagarde, elle va avoir énormément de pression pour monter les taux. Elle ne peut pas se permettre de ne pas monter les taux parce que si elle ne monte pas les taux, alors que la Fed les monte, qu'est-ce qui va se passer? L'euro va littéralement s'effondrer par rapport au dollar, sachant qu'il s'est déjà effondré par rapport au rouble. Alors, comme toutes les matières premières sont libellées soit en rouble, soit en dollars, on risque d'avoir une envolée de l'inflation importée en zone euro. Donc, c'est vraiment compliqué pour la Banque centrale européenne, sachant que si elle décide de monter les taux aussi agressivement que la Réserve fédérale, et si au même moment l'extrême droite arrive au pouvoir en Italie, là évidemment le risque, ça sera un risque d'explosion des spreads de crédit et un risque de fragmentation de la zone euro. Donc on vit des moments qui sont assez, alors je ne vais pas dire assez intéressants parce que c'est stressant, mais qui sont quand même qui peuvent être historiques. Alors, je vous parlais de la baisse de l'euro, mais en fait, cette baisse de l'euro, pour le moment, elle est liée surtout à l'envolée de la valeur du dollar. Regardez ce que fait le dollar, déjà la livre par rapport à l'euro. La livre baisse par rapport à l'euro. Donc, on voit que le fait de quitter l'Union européenne, comme l'ont fait les Anglais, bah, ça ne les protège pas plus que ça de la crise actuelle. On voit la livre sterling qui s'effondre. Hein. Ça, c'est l'euro qui s'envole. Alors, il s'effondre par rapport au dollar, l'euro, mais il s'envole par rapport à la livre sterling. Et évidemment, en corollaire, hein, on voit la livre sterling qui s'effondre. Alors là, on peut parler d'un vrai effondrement du jamais vu depuis 40 ans. La livre qui s'effondre par rapport au dollar, hein, ce qui est logique. Hein. L'euro baisse par rapport au dollar, la livre baisse par rapport à l'euro. Donc évidemment, par transitivité, la livre sterling s'effondre par rapport au dollar et il y a un vrai risque qu'on ait une parité entre la livre sterling et le dollar, qu'on ait une livre sterling égale 1 dollar. Hein. Si on continue à ce rythme-là, on risque d'y arriver très vite, peut-être même avant la fin de cette année 2022. Je vous rappelle que, regardez ça, hein, il y a encore un an, un peu plus d'un an, début 2022, on était à 1,40 ans. Là, on est à 1,08. Donc, la livre sterling, l'effondrement de la livre sterling par rapport au dollar, il est encore plus brutal que ce que l'on observe sur l'euro. Et je vous rappelle que avant la crise des subprimes, il y a de cela 12 ans, il fallait plus de 2 dollars pour acheter une livre sterling. Là, on est quasiment à la parité. Donc, c'est assez tendu pour la livre sterling aussi. Et l'euro aussi continue à baisser aussi par rapport au franc suisse. Là, on est en train de tester un autre support important qui est 95, qui est le seuil des 95 centimes de francs suisses pour 1 euro. Donc on voit en gros clairement qu'il y a 3 devises qui résistent très très bien à la crise. On a le rouble russe qui résiste
parce que la Russie, c'est un, un univers de matières premières, c'est un grenier, c'est le grenier alimentaire et le grenier énergétique de la planète. Donc évidemment, vu que l'énergie est rare, l'énergie est précieuse, le rouble s'envole. On a le rouble qui résiste très très bien. Donc je renvoie un peu à Bruno Le Maire qui disait qu'il allait mettre la Russie à genoux. Bah, pour le moment, c'est plus l'Europe qui souffre que la Russie. On a une autre monnaie qui résiste très bien, c'est le dollar américain, parce que les États-Unis restent un petit peu le gendarme du monde, c'est un peu la valeur refuge du monde, sachant que les obligations américaines sont de mieux en mieux rémunérées avec la hausse des taux de la Réserve fédérale. Et donc beaucoup de capitaux vont aux États-Unis, ce qui fait monter le dollar. Et la troisième zone refuge aussi de la planète, c'est la Suisse, parce que les investisseurs se disent que même en cas de conflit, de nouvelles guerres mondiales, bah, la Suisse aura de grandes chances d'être neutre, comme elle l'a été lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, du coup, on a énormément de capitaux qui vont se réfugier sur le franc suisse. Voilà un petit peu sur le marché d'échange. Maintenant, on va attaquer les actions. Et là, il y a énormément de choses à dire sur les actions. Le CAC 40 hein, qui a perdu 200 points en ligne droite après avoir tenté de maintenir le niveau des 6000 points. Je vous ai parlé, j'étais même agréablement surpris de la résilience du CAC 40 à tenir les 6000 points, alors que le Dow Jones, le Nasdaq était déjà en train de fléchir. Et je vous avais dit, hein, on a eu énormément d'achats d'actions, de rachats d'actions par les patrons, hein, par notamment Bernard Arnault qui a acheté énormément d'actions LVMH, mais il n'y a pas que lui. Ce qui a permis de maintenir les cours. On a aussi les assureurs, hein, les assureurs vie, je vous ai fait une vidéo là-dessus, les assureurs vie qui soutiennent le marché d'actions en comme ils ont encore une collecte positive, une collecte nette positive, hein, pour le moment, la crise du pouvoir d'achat n'a pas encore affecté les ménages qui investissaient, qui, qui épargnaient dans leurs assurances vie, et donc les assureurs continuent à acheter structurellement des actions, ce qui maintient les cours. Mais là, on voit que malgré les capitaines d'industrie qui rachètent leurs propres actions et malgré le poids des assureurs, on voit que la morosité ambiante a provoqué une cassure du CAC 40 qui a carrément, en l'espace de 2 séances, perdu plus de 200 points. On a essayé de tenir les 6000 points. Au début de la semaine, quand je vous ai fait la vidéo sur le rôle des assureurs vie pour empêcher un crack sur le CAC 40, hein, je vous ai fait cette vidéo, le CAC était encore à 6100. Aujourd'hui, on est à 5790. On a même enfoncé les 5800 points, alors même que les assureurs continuent à soutenir le CAC 40. Donc, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer si jamais les assureurs se mettent à devenir vendeurs nets d'actions à cause de mouvements de décollecte. Donc là, attention, on arrive hein, sur le CAC 40 à des supports majeurs. Hein. Le support des 5700 sera un gros support à tester. Si jamais les 5700 devaient casser, la chute pourrait devenir incontrôlable, et alors que la baisse depuis le début de l'année frôle les moins 20%. Le CAC 40 est quasiment en baisse de 20% depuis le début de l'année 2022 et même de 22% si on prend le record historique du CAC 40 atteint le 4 janvier 2022. Voilà, donc c'est assez compliqué sur les marchés. Pour ne rien arranger, évidemment, on a le marché américain, le Dow Jones, qui enfonce pour la seconde fois le seuil des 30 000 points et qui va tester les 29 200 points, donc qui a été le niveau, le record, le dernier record du Dow Jones atteint avant la crise du Covid. Donc au moment où je vous parle, quasiment toute la hausse qui sépare entre le dernier record du Dow Jones avant la crise du Covid et le record historique à 37 000 points, toute cette hausse vient d'être effacée. On le voit ici. Hein. On le voit ici, on a en page journalier. Alors,
Si on remonte plus loin, on a la crise du Covid, on baisse, on remonte, on atteint le record à quasiment 37 000 points. Et là, on a une tendance baissière avec une accélération de la baisse. Et là, on a le Dow Jones qui casse les 30 000 points et qui se retrouve au niveau, si on met le graphique de plus long terme, on est quasiment au niveau qui valait près de la crise, avant la crise du Covid. Et là encore, on a, depuis le début de l'année, le Dow Jones, la baisse du Dow Jones qui frôle aussi les 20% de baisse depuis le début de l'année. Alors, sur le Nasdaq, la situation est encore plus compliquée. Alors déjà, le Nasdaq avait beaucoup plus monté. Il a profité du confinement, alors, il a d'abord profité des confinements, parce que quand il y a eu la crise du Covid, qu'on a confiné les populations, mais forcément, vous avez des actions comme Zoom, Netflix, Amazon qui ont flambé, qui ont très très vite effacé la crise du Covid. Un mois et demi après le déclenchement de la crise du Covid, les actions comme Amazon, Tesla, Netflix étaient déjà repassées au niveau de leur record historique. Donc, ils ont d'abord profité de cet effet confinement. Forcément, vous êtes enfermé chez vous, vous faites vos conférences avec Zoom, vous regardez Netflix, etc., etc. Vous commandez via Amazon. Ils ont profité de ce premier effet. Et ensuite, ils ont profité du deuxième effet qui est la planche à billets des banques centrales et de la baisse des taux. Et ça bénéficie aux actions du Nasdaq. Et là, en fait, on voit ces deux effets qui sont en train de se neutraliser. L'effet confinement, etc., là, on voit que l'économie se réouvre. Et donc, du coup, les gens préfèrent vivre la vraie vie, préfèrent se rencontrer en présentiel plutôt que de tout faire par Zoom. Regardez Netflix. Donc là, on a déjà un premier moteur du Nasdaq qui s'éteint. Et le deuxième moteur, c'est la remontée des taux qui affecte beaucoup plus les actions du Nasdaq que les actions du Dow Jones. Et là, on voit le Nasdaq qui perd quasiment, au moment où je vous parle, exactement le tiers de sa valeur. Il perd 33% depuis le début de l'année et il se dirige lui aussi vers les niveaux qu'il avait avant le déclenchement de la crise du Covid. Donc là, les marchés sont en train d'effacer plus de 2 ans de hausse. Alors là, évidemment, je vous parle du Nasdaq. Le Nasdaq arrive encore à tenir grâce à des gros poids lourds, notamment Apple, qui est une machine à cash qui pèse énormément dans le Nasdaq, qui arrive à tenir le Nasdaq. Mais si on regarde dans le détail, Facebook, par exemple, perd plus de 70% depuis le début de l'année. C'est une véritable bérésina. L'indice, certes, arrive encore à résister en 33% grâce aux poids lourds, mais on a pas mal de valeurs qui s'effondrent littéralement. Prenez Zoom, qui perd plus de 80% depuis le début de l'année. Bref, on assiste vraiment à une bérésina sur le marché des high-tech. On a Apple qui tient, on a Tesla qui résiste plutôt bien. Mais si jamais Tesla devait rechuter sous ses résistances, là, on pourrait avoir une nouvelle vague baissière sur le Nasdaq. Alors le Nikkei, lui pour le coup, fait de la résistance et il tient très très bien les supports. Regardez, on n'a pas énormément baissé depuis le début de l'année. Là, on est à peut-être 10% de baisse depuis le début de l'année, ce qui n'est pas énorme quand on voit le CAC 40 qui est à 20%. Par contre, le prix à payer pour ça, c'est un effondrement du yen. Pourquoi le Nikkei tient le coup? Parce que la Banque du Japon a décidé de ne pas suivre les Européens et les Américains dans un mouvement de remontée des taux. Et donc, évidemment, c'est le yen qui trinque. Et donc, forcément, comme le yen est en train littéralement de s'effondrer par rapport au dollar, mais aussi par rapport à l'euro, c'est quasiment une des monnaies qui perd le plus depuis le début de l'année. Et donc, évidemment, les actions japonaises libellées en yen résistent plutôt bien à la morosité. Mais attention, c'est une illusion nominale parce que si vous convertissez le prix des actions japonaises en dollars ou en euros, vous verrez qu'en fait, vous avez énormément perdu
en pouvoir d'achat. La seule manière, finalement, de ne pas trop perdre d'argent sur le Nikkei, c'est d'acheter les actions du Nikkei avec une couverture contre le risque de change. Voilà. Donc attention, le Nikkei résiste plutôt bien, mais c'est une résistance en trompe-l'œil quand on voit l'effondrement du yen qui a lieu en parallèle. Alors sur la Chine, c'est encore plus inquiétant. On a la bourse chinoise qui continue à baisser, hein. Alors là, pour le coup, ça fait déjà maintenant, ça va bientôt faire plus de 18 mois que le marché action chinois est en bear market, est en tendance baissière. La bourse chinoise va tester ses plus bas qu'on n'a plus vu depuis très très longtemps. La zone des 12 000 points, ça va être un très 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 gros support. Si jamais on casse cette zone-là, voilà, ça peut devenir assez problématique. Et ce qui est d'autant plus problématique en Chine, c'est que vous avez aussi un yuan qui s'effondre. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les actions chinoises qui baissent en valeur nominale, mais en parallèle, on a un yuan chinois, une monnaie chinoise qui s'effondre par rapport au dollar, et c'est logique. Pourquoi? Parce qu'à rebours des autres banques centrales, la Banque de Chine baisse ses taux d'intérêt pour lutter contre la crise immobilière qui a lieu en ce moment en Chine. Je vous ai parlé de l'affaire Evergrande. Alors en ce moment, c'est ce qui se passe. La Banque populaire de Chine fait tout pour juguler la crise immobilière, baisse ses taux, alors que les autres banques centrales montent les taux. Et donc, évidemment, baisse des taux en Chine, hausse des taux en Europe et encore plus aux États-Unis. Et là, on a carrément un carry trade négatif entre le yuan et le dollar. Les taux d'intérêt du dollar américain sont supérieurs au yuan chinois. C'est historique, on n'a jamais vu ça. Et donc, du coup, évidemment, le yuan, il faut de plus en plus de yuan pour acheter un dollar. Donc, le yuan s'effondre. Quand la parité dollar versus yuan augmente, ça veut dire que le yuan chute. Donc, on a à la fois une baisse des marchés actions chinois conjuguée à une baisse aussi du yuan. Donc là encore, hein, il y a deux manières de voir les choses, hein. Soit on panique, on se dit, oh là là, c'est la crise, soit on pense à très long terme que peut-être il peut y avoir des opportunités d'investissement, d'acheter des actions chinoises qui sont revenues plutôt bon marché, hein. Là, on est à des niveaux, voilà, la bourse chinoise, elle est revenue à 2000, à ce qu'elle était avant 2019. On a une bourse chinoise qui a des plus bas depuis plus de 3 ans et une monnaie chinoise qui est aussi à des plus bas depuis maintenant de très très nombreuses années, hein. On est à des plus bas depuis 2015, hein, par rapport au dollar, hein. 7,20 yuan pour un dollar, ça va être un gros niveau que le yuan va venir tester. Donc peut-être pour des investisseurs à long terme, ça peut éventuellement être intéressant, soit via une plateforme de trading, soit via une assurance vie, peut-être d'investir sur du très long terme, attention, sur des actions chinoises, parce que c'est assez bon marché. Mais attention, ce n'est pas un conseil d'investissement. Il faut bien étudier votre situation patrimoniale, vous former, vous faire accompagner par un professionnel de la finance qui pourra vous aiguiller dans vos investissements et dans le poids, c'est une question de dosage, dans le poids à mettre dans des éventuels investissements que vous pourrez être tenté de faire en Chine en fonction de votre situation patrimoniale. Alors l'Inde, alors pour le coup, l'Inde c'est vraiment un marché à rebours parce que l'Inde, vous voyez, on est encore très proche des records historiques. Regardez avant la crise du Covid où était la bourse indienne. Regardez où on est aujourd'hui. Clairement, on a un marché qui se détache de tous les autres, qui est la bourse indienne qui résiste très très bien. Et cela s'explique en fait par le fait que finalement l'Inde arrive à la fois à s'entendre avec les Chinois, avec les Russes, avec les Occidentaux, hein. Les Indiens achètent du pétrole russe, hein, sans s'attirer les foudres de l'Occident, contrairement aux Chinois qui font l'objet de pression croissante des Occidentaux, la Chine qui doit affronter une crise immobilière, alors que l'Inde, pour le moment,
l'Inde n'a pas forcément de grosses crises à affronter, contrairement aux Chinois. Elle n'est pas aux prises de la guerre, contrairement aux Russes, et elle n'a pas d'embargo, elle ne subit pas des retombées d'embargo, contrairement aux Européens, puisque elle peut se permettre d'acheter du pétrole et du gaz russe sans s'attirer les courroux des Occidentaux. Et on le voit clairement, les marchés indiens résistent très très bien à la crise actuelle. Alors l'Afrique du Sud, la bourse d'Afrique du Sud n'échappe pas à la morosité et elle suit à peu près le CAC 40. Vous voyez, le CAC 40 est à 5700 et quelques. Regardez, la bourse d'Afrique du Sud, elle est à 57 000 et quelques. Et on voit que si on compare le CAC 40 et l'indice d'Afrique du Sud avec un zéro en plus, multiplié par 10, on voit qu'on suit quasiment le même niveau que le CAC 40. Alors, la baisse par rapport au CAC 40, elle est peut-être moins forte depuis le début de l'année sur l'Afrique du Sud que sur le CAC 40 parce que l'Afrique du Sud a quand même des matières premières. Elle peut s'appuyer sur des ressources minières qu'elle a dans son sol, ce que ne peuvent pas faire les Européens et pas les Français. Et donc, du coup, et ça se voit sur la bourse d'Afrique du Sud. Et enfin, on a le Brésil. Alors, le Brésil qui tient très très bien. On est, voyez, on est à 105 000, la zone, l'indice de Sao Paulo. La bourse du Brésil, elle est à 105 000 points. Elle tient très 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 bien. Là encore, le Brésil a énormément de matières premières. Il est neutre. Vous voyez, il a réussi aussi, le Brésil, un peu comme l'Inde, à se mettre entre la Russie, à profiter des exportations russes sans se mettre à dos les Occidentaux. Et ça résiste plutôt bien, d'autant plus que le réal brésilien résiste très très bien face au dollar. Regardez le niveau du dollar par rapport au réal brésilien. On a un réal brésilien qui est loin de s'effondrer par rapport au dollar, qui tient très très bien par rapport au dollar. Et donc, du coup, on a des actions brésiliennes qui, même libellées en dollars, tiennent très très bien la route. Donc, voilà un peu en résumé sur ces marchés actions qui sont tendus, qui souffrent. On a notamment sur le Dow Jones, le CAC 40, le S&P, on a des supports qui menacent d'être enfoncés. Le support symbolique des 30 000 points sur le Dow Jones qui a été enfoncé, le support des 6 000 points symbolique qui a été enfoncé. Maintenant, il faudra surveiller de très près les supports des 5 700 pour le CAC 40 et des 29 200 pour le Dow Jones, qui correspond au dernier record historique du Dow Jones avant la crise du Covid. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur les actions. On continue avec les métaux précieux, le discours très faucon, très haut quiche du patron de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, évidemment, a mis le feu aux poudres. On a l'or qui a continué à s'effriter. Au moment où je vous parle, l'or a enfoncé son plus bas niveau. Il y a eu un pic de l'or au milieu de l'année 2021 à 1650. Et là, on vient d'enfoncer les 1650. On est à 1644 dollars l'once. Donc ça y est, l'once d'or a effacé toute la hausse dont il a pu bénéficier depuis le déclenchement de la crise du coronavirus. Voilà. Donc pour l'or, c'est assez compliqué. L'or est dans une tendance maintenant baissière, disons-le franchement. Depuis le début de l'année, on est clairement dans une tendance baissière, ce qui peut être une source d'opportunité pour les investisseurs long terme. Voilà, il faut tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai un petit peu mon avis sur tout cela. Voilà, mais là, je vous décris vraiment les marchés tels qu'ils sont et pas tels que moi, j'espère les voir être. Alors, l'argent n'a pas été épargné par le discours très au quiche du patron de la Réserve fédérale, mais il résiste mieux que l'or. Pourquoi? Parce que l'argent est aussi un métal industriel et qui peut profiter finalement. En ce moment, il y a des pénuries sur les différents métaux et l'argent étant un métal industriel, baisse un peu moins que l'or ces dernières semaines. Attention toutefois, l'essentiel de la baisse de l'argent a eu lieu avant
le discours très très fort, très hawkish de Jérôme Powell, puisque l'argent a cassé ses niveaux pré-Covid bien avant l'or. Donc là, en fait, l'argent, enfin, c'est l'or qui est en train de rattraper l'argent dans sa baisse, et l'argent résiste plutôt bien quand on voit ce qu'a fait l'or. Alors, sur le palladium a aussi souffert cette semaine et se retrouve à portée des 2000 $ l'once. Et enfin, sur le platine, ça a été une semaine sanglante sur le platine qui perd plus de 6% suite aux déclarations de Jérôme Powell. Voilà un petit peu sur les métaux précieux. J'enchaîne avec les matières premières. D'abord, le pétrole qui enfonce le niveau des 80 $ le baril. Peut-être que effectivement, quand on voit comment évolue l'énergie, les prix de l'énergie, peut-être que Jérôme Powell va finir par tuer l'inflation, mais on va dire le malade sera mort guéri parce qu'on est en train un petit peu de tuer aussi la croissance, puisque évidemment, pourquoi le pétrole baisse? Parce que les investisseurs anticipent une baisse de la demande de pétrole dans les prochains mois, et donc du coup, qui dit baisse de la demande avec une offre qui se maintient, dit affaiblissement des prix du pétrole. Le gaz naturel aussi continue à s'effriter. Les craintes de récession suite aux annonces de la Réserve fédérale l'emportent sur le discours assez belliqueux du président Poutine. Pareil, le cuivre est en train a littéralement fortement baissé cette semaine suite aux annonces de Jérôme Powell, ce qui est assez logique. Jérôme Powell a clairement indiqué qu'on était prêt à sacrifier la croissance pour tuer l'inflation. Or, quel est le métal qui profite le mieux de la croissance, dont on a le plus besoin pour produire dans une économie en croissance? Eh bien, c'est le cuivre. Or, quand on voit le discours très dur de Jérôme Powell aux États-Unis, qui est prêt à casser la croissance américaine, et quand on voit la Chine qui est empêtrée dans ses problèmes de crise immobilière, bah forcément, ça, c'est pas bon pour la croissance, et donc on voit le cuivre qui est en baisse sensible depuis plusieurs semaines. Alors, sur les matières premières, cette fois-ci alimentaires, alors là, c'est pas le même son de cloche. Le discours de Powell freine l'envolée du blé à cause du dollar fort, mais le blé continue sur sa tendance haussière. Donc le blé résiste très très bien. Et ça, c'est assez inquiétant parce que si le blé continue à bien se porter, on peut commencer à avoir des manifestations de la faim, comme on a pu voir en Afrique après la crise des subprimes. Pareil pour le maïs résiste aussi très très bien. Malgré un dollar fort, on a le prix du maïs libellé en dollars qui se maintient à des niveaux assez élevés. Donc voilà un peu en conclusion sur ces matières premières. Donc il faut distinguer les matières premières énergétiques qui vraiment souffrent, les matières premières énergétiques et les matières premières, les minéraux, les minerais, qui souffrent à cause des anticipations de baisse de la croissance et du dollar fort. Et on a des matières premières alimentaires qui, pour le coup, elles résistent à la force du dollar, ce qui est quand même assez inquiétant pour la stabilité dans le monde. Et je termine le point de marché par les cryptos. Et alors là, les cryptos résistent remarquablement bien. Le Bitcoin, malgré tout ce que je vous ai dit, malgré l'euro qui s'effondre, les taux qui s'envolent, les marchés, le Nasdaq qui chute, on a un Bitcoin qui se décorrèle du Nasdaq. Souvent, le Bitcoin avait tendance à suivre un petit peu le Nasdaq. Et là, on a carrément un Bitcoin qui tient très, très, très bien la route. On tient les 19 000 points. On a un gros support ici à 17 500 points. Et le Bitcoin arrive à ne pas s'éloigner de la zone des 20 000 points, des 20 000 $. Et ça, c'est plutôt... moi, je suis agréablement surpris de la résistance du Bitcoin quand on voit ce que font les marchés actuellement. Par contre, attention, il ne faut pas faire un all-in
sur le Bitcoin. J'ai encore une position ouverte sur le Bitcoin à 40 000 $. Donc évidemment, je perds de l'argent sur le Bitcoin. Mais vous voyez, j'hésite. Enfin, je ne vais pas faire notamment un all-in à 19 000 points parce que le Bitcoin peut très très bien être entraîné dans la chute si jamais le niveau d'aversion au risque sur les marchés continue à augmenter. Et puis c'est un peu pareil pour l'Ethereum qui résiste aussi au-dessus du support majeur des 1000 $ par Ether. Alors en conclusion sur ce point, sur cette revue des marchés, Jérôme Powell a clairement envoyé un message très dur. Désormais, officiellement, la Fed ne soutiendra plus les marchés en cas de gros temps, allant même à estimer que la croissance doit ralentir, que le chômage doit remonter et que les actifs doivent baisser pour diminuer le pouvoir d'achat des ménages et donc faire refluer l'inflation. Donc Jérôme Powell est dans un discours extrêmement agressif. Il est quasiment prêt, quand on voit son discours, à casser la croissance, à faire remonter le chômage, à mettre des entreprises en faillite pour faire refluer l'inflation. Et c'est de ça dont ont peur les marchés aujourd'hui. Évidemment, en corollaire, les taux s'envolent, les actions globalement chutent, les métaux précieux chutent également, les matières premières énergétiques corrélées à la croissance baissent, les matières premières alimentaires, elles, résistent et les cryptos, à contre-tendance, résistent également, mais je vous rappelle que les cryptos ont déjà perdu 70% de leur valeur depuis le début de l'année. Voilà un petit peu pour ces marchés. Alors maintenant, je vais passer à mon portefeuille. Alors évidemment, il n'y a pas de miracle. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai profité, j'ai fait un peu de trading cette semaine, j'ai profité de la remontée de la volatilité pour prendre des positions, pour faire des allers-retours sur les marchés, notamment sur les treasuries américains, sur le CAC 40, le Dow Jones et le Nasdaq. Pourquoi? J'ai essayé en fait de réaliser des plus-values et en fait j'ai réalisé des plus-values pour roller. J'ai fait un rolling de force, j'ai rollé de force une position obligataire sur les treasuries US. Pourquoi? Parce que moi, mon objectif, aujourd'hui, au moment où je vous parle, ma crainte en tant qu'investisseur, c'est que je me reprenne ici. Vous voyez, là j'ai eu une première baisse de la valeur réalisée de mon portefeuille. Et moi, ma crainte, en fait, c'est d'avoir une deuxième baisse en décembre de la valeur réalisée de mon portefeuille à cause du rollover obligataire. Cette baisse-là que vous voyez, c'est la plus forte baisse réalisée. Ce n'est pas la baisse latente, c'est la baisse réalisée. Celle-là, elle est liée à la chute, en fait, au rollover de mes obligations qui étaient en moins-value, qui ont été vendues en moins-value. Je les ai rachetées, évidemment, à l'équilibre. Et là, je reprends encore des moins-values parce que les taux n'arrêtent pas de monter. Et mon objectif ici, c'est d'éviter une nouvelle baisse de la valeur réalisée de mon portefeuille suite au rollover obligataire qui aura lieu en décembre. Voilà, c'est un peu technique, un peu compliqué, mais voilà, mon objectif, c'est quand même d'avoir une volatilité la plus basse possible sur les positions, sur les plus ou moins values réalisées de mon portefeuille. Alors, au niveau maintenant de la valorisation totale de mon portefeuille, là, il n'y a pas de mystère. Je suis à un plus bas historique depuis le début de l'année, puisque la valeur réalisée, enfin la valeur latente de mon portefeuille est quasiment à moins 10%. Je suis à moins 9,83%. Donc c'est assez bas. Aujourd'hui, j'ai un stock de plus-value. Voilà, j'ai une valeur liquidative de mon portefeuille qui est en baisse de moins 9,83% depuis le début de l'année. Donc évidemment, je ne suis pas fier, bien évidemment. Après, c'est sûr que si je me compare, je me console, comme on dit, puisque quand je vois
le CAC 40, le Dow Jones, ils sont à moins 20%. L'OAT, les obligations américaines, françaises, qui sont à moins 20, moins 22, moins 25%. Quand je vois le Nasdaq qui est à moins 33% et les cryptos qui sont à moins 70%, bon, avoir une perte totale qui se limite à moins 9,8%, bon, c'est pas si mal. Alors, je ne suis pas content, je ne me gousse pas, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Voilà. Alors aussi, ce qui est plus inquiétant, c'est le ratio de latence, hein, c'est-à-dire que j'ai plus beaucoup de réserves de plus-value latente, hein, tout est en train de baisser, hein, tout baisse, hein, les métaux, le pétrole, le gaz, les actions, les obligations, les cryptos, tout baisse et donc évidemment, mon stock de plus-value latente, il est très très bas, alors que j'ai un gros stock de moins-value latente, ce qui fait que j'ai un ratio de latence qui est à des plus bas, sachant que ce ratio ne peut pas être négatif, donc je suis à des niveaux qui sont très très bas de ratio de latence. Donc ça, c'est le côté un peu négatif, j'ai pas énormément de réserve, de plus-value à réaliser. Le côté positif, néanmoins, c'est que j'ai encore un taux de marge assez élevé, hein. J'ai encore pas mal de liquidité, j'ai encore la capacité de prendre des positions pour investir encore sur les marchés afin, entre guillemets, hein, de choper le point bas. Alors quand on regarde maintenant le détail de mon portefeuille, on voit que finalement les moins-values se répartissent de manière assez homogène, hein. Je perds 167 € de moins-value sur les obligations. Donc, rapporté à mon investissement, c'est à peine 1%, donc c'est pas non plus dégueu quand on voit ce que font les marchés obligataires, moins 20% sur les marchés obligataires, alors que mes moins-values obligataires sont à peine moins 1%. Sur les actions, je perds 653 € depuis le début de l'année, hein, c'est mes moins-values latentes. C'est pareil, c'est pas si dégueu, ça représente à peine 3% de mes investissements. Sur les métaux précieux, c'est un peu plus sévère, je suis en moins-value de 1230 €, ce qui correspond à peu près à 5% par rapport à mes investissements. Je vous rappelle que les métaux précieux depuis le début de l'année sont en baisse de moins 20, moins 30%. Bon. Sur les matières premières, je suis en baisse de 210 €, à peine 1%. Sur les cryptos, moins 345 € de perte depuis le début de l'année en latent, ce qui correspond à moins 1,5%. Là encore, 1,5% de contribution négative des cryptos sur mon portefeuille. Quand on voit que les cryptos ont perdu 70% depuis le début de l'année, c'est pareil, c'est pas si dégueu que ça. Et sur le Forex, je perds à peu près 53 € depuis le début de l'année, notamment à cause de mes pertes sur le yuan chinois, parce qu'évidemment, le yuan baisse par rapport pas beaucoup par rapport au dollar. Voilà. Et quand on regarde un petit peu le graphique, on voit que j'ai une allocation d'actifs assez équilibrée, hein. C'est un peu ma stratégie. Moi, ma stratégie, c'est vraiment de faire une allocation d'actifs équilibrée avec un portefeuille obligataire, hein, des treasuries, des OAT, des bonds, des BTP italiens. Une allocation action, pas mal, avec pas mal d'actions, hein, de toute zone géographique. Une bonne allocation sur les métaux précieux, une allocation sur les matières premières, un petit peu de crypto et du change hors zone euro. Voilà. Et donc évidemment, pour le moment, les pertes, elles sont quasiment sur toutes les classes d'actifs, puisqu'on est dans un mouvement de baisse générale de toutes les classes d'actifs. Alors voilà, maintenant, je termine cette vidéo. Voilà, si vous avez patienté jusqu'ici sur ma vision des choses et sur mes objectifs. Alors, soyons francs, il faut être clair, il faut être franc, il faut être clairvoyant. Sur mon portefeuille, je suis en perte de plus de 9% depuis le début de l'année et il n'y a pas de quoi pavoiser. Alors, quels sont mes objectifs? Mes objectifs, ils sont de deux ordres. Continuer à limiter mes pertes par rapport au marché de référence, comme le CAC 40, l'OAT ou le Dow Jones. Donc, pour le moment, cet objectif, il est atteint. Pour le moment, mes pertes sont très inférieures
aux pertes subies par les différents grands marchés boursiers. Et deuxième objectif, avoir un taux de couverture suffisamment élevé pour avoir des munitions afin de rentrer encore plus bas sur les marchés lorsque ces derniers vont se retourner à la hausse. Il ne s'agit pas ni de fuir, de bazarder mon portefeuille, de jeter le bébé avec l'eau du bain, premier extrême. Deuxième extrême, il ne s'agit pas non plus de faire un all-in, d'y aller comme un bourrin, avec des gros effets de levier malade, et d'avoir ensuite des appels de marge. Quelle est ma vision? Ça, c'est très important en tant qu'investisseur d'avoir une vision, d'avoir un plan de trading, un plan d'investissement. Ma vision, qui n'engage que moi, attention, c'est que pour moi, les banques centrales ne pourront pas continuer à monter les taux comme ça. Ce que Volcker a pu faire en 1980 avec un ratio dette sur PIB de 20%, Jérôme Powell aura beaucoup de mal à rééditer la même chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le ratio dette sur PIB aux États-Unis, il est de 120%. 20% il y a 40 ans, 120% aujourd'hui. Donc chaque point de hausse de taux d'intérêt qu'on fera aujourd'hui aura un impact 6 fois plus élevé que ce qu'il était du temps de Paul Volcker. Donc ça pour moi, c'est la raison essentielle qui fait que, à mon avis, Jérôme Powell ne pourra pas continuer à monter les taux comme il le fait, avoir un discours aussi agressif, tout simplement parce que l'économie américaine, au vu du poids de la dette aux États-Unis, mais également en Europe, on n'a pas les moyens de monter les taux au plafond pour tuer l'inflation. Voilà. Ça, c'est mathématique, on ne peut pas. Alors, quitte à déclencher une dépression type les années 30. Mais ça, personnellement, j'y crois pas. Et là, en fait, je rejoins Olivier Delamarche, qui en parle énormément là-dessus. La Fed sera obligée de lâcher du lest face au risque de faillite en cascade qui risque de se déclencher avec la hausse des taux d'intérêt. Troisième point, la Fed et la Banque centrale européenne devront à un moment accepter une inflation de 4 à 5%, une inflation structurelle de 4 à 5% au lieu des 2% actuellement. Et lorsque tout cela sera acté, alors évidemment, ils ne vont pas arriver à la télé et vous dire maintenant le taux cible d'inflation, c'est 5%. Ils vont y aller par petites touches. On aura des lieutenants de Christine Lagarde ou de Jérôme Powell qui vont commencer à dire que finalement, l'inflation, c'est pas si grave, puisque dans les années 70, il y avait de l'inflation et que les gens ne mourraient pas de faim. Hein, nos parents, enfin, moi j'ai 40 ans, bah, nos parents ont grandi avec la stagflation des années 70, ils ont pu acheter leurs biens immobiliers et rembourser les crédits en monnaie de singe. Ils vivaient pas si mal. Donc à un moment ou à un autre, je pense que les banques centrales vont rétro-pédaler par rapport à leur politique très agressive en matière de taux et nous faire accepter que on pourrait, hein, l'inflation c'est un peu comme le Covid, hein, on peut vivre avec le Covid, ben on peut vivre avec 4 ou 5% d'inflation par an. Et dès lors que les banques centrales commenceront à instiller ce message, là on pourrait avoir un retournement très violent à la hausse des marchés financiers, des marchés actions, mais également évidemment des métaux précieux et des matières premières. Parce que forcément, quand le discours des banques centrales va commencer à changer et qu'en gros, qu'on est prêt à accepter 4 ou 5% d'inflation, ça veut dire accepter 4 ou 5% d'inflation avec des taux inférieurs à 4%, avec peut-être des taux à 1 ou 2%, ben ça veut dire qu'on accepte que chaque année, l'épargne perd 3% de sa valeur en taux réel. Donc accepter que l'épargne, de manière structurelle, perdre 3% par an à cause de l'inflation, bah, ça revient à donner énormément de pouvoir à l'or et à l'argent. Et à ce moment-là, je pense, hein, c'est encore mon point de vue, l'or et l'argent
repartiront à la hausse en même temps que les marchés actions. Alors, quels actifs profiteront le plus? Trop tôt pour le dire, mais ma stratégie entre les métaux, les actions, les obligations, il y aura des choix. Mais il y a une chose de sûre, pour moi, le plus grand sacrifié, ce qui sera sacrifié, ce que l'on va sacrifier sous l'autel de la dette et de l'inflation, ça sera la monnaie. Pour moi, dans le futur, la pire des choses à faire, c'est d'avoir énormément de cash à la banque qui n'est pas investi. Avoir énormément d'euros à la banque ou même sous le matelas, hein, avoir celles et ceux qui ont retiré leur argent des banques et qui ont des liasses de billets de 50, 100, 200, 500 euros, ben, ces personnes-là, pour moi, seront les grandes perdantes du nouveau monde qui va s'ouvrir. Voilà. Pour moi, c'est important de bien savoir investir. Et là, évidemment, je ne peux pas vous donner de conseils, il faut acheter là, vendre là, etc. Ça dépend de la situation de chacun d'entre vous. Mais la pire des choses à faire, c'est de ne pas investir. Voilà un petit peu mon point de vue. Voilà, donc je termine cette vidéo voilà, sur cet enseignement que c'est très important de ne pas paniquer, parce que là, on est dans des marchés qui stressent, on a une volatilité qui remonte. Donc, c'est important de ne pas perdre ses moyens, de ne pas perdre ses nerfs, de ne pas paniquer. Et les deux gros risques aujourd'hui que je vois, le premier, c'est de capituler, de tout vendre, de tout bazarder, de jeter le bébé avec l'eau du bain et de se retrouver 100% cash et surtout de rester 100% cash en ne faisant rien. C'est-à-dire en étant, je ne dis pas être cash, parce que moi aussi j'ai du cash, mais j'ai du cash pour investir. Mais les personnes qui capitulent, c'est-à-dire qui sont cash, mais en disant que de toute façon c'est la fin du monde, moi j'ai mes euros sous le matelas et je ne fais rien. Ça, c'est la première erreur à ne pas faire, parce que ce cash-là sera détruit par l'inflation. Et la deuxième erreur, c'est finalement l'opposé, c'est l'erreur inverse, c'est de croire qu'on a atteint le point bas sur les marchés, de faire un all-in sur les marchés avec des gros effets de levier et de se prendre des appels de marge par son broker. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Donc une vidéo assez longue, mais j'avais pas mal de choses à dire. Donc merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager hein, avec vos proches, avec vos collègues, avec la famille, avec vos amis, parce que je pense que c'est important que, sans être un expert hein, de la finance, mais au moins que vous ayez un petit peu une vision de ce qui se passe sur l'économie, la géopolitique et les marchés boursiers. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine en espérant que ça ne va pas être trop compliqué avec les élections italiennes et les référendums en Ukraine. Voilà, on espère que ça ne va pas être encore trop agité. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous pour un prochain point de marché dans une semaine. Prenez bien soin de vous, de vos proches, et à bientôt.